Je suis très heureuse de pouvoir vous présenter ce matin la Déclaration universelle des droits de l'humanité, vous expliquer où on en est et vous expliquer ce que vous pouvez faire pour cette déclaration si vous voulez le faire. Alors, la Déclaration universelle des droits de l'humanité est née d'une réponse que j'ai faite au début de l'année 2015 au président Hollande, qui me proposait de faire quelque chose en vue de la COP 21. Et je lui ai dit, moi, une chose qui m'intéresse vraiment, qui me préoccupe, c'est la question de la responsabilité de nos générations à l'égard des plus jeunes et des générations qui viennent derrière. Et donc, si vous êtes d'accord, je voudrais préparer un texte à ce sujet-là. Ça a été un peu long. Lui m'a dit tout de suite oui, oui. Ça a été un peu long pour obtenir ce qu'on appelle en France une lettre de mission, c'est-à-dire une commande de la part du président de la République, parce que ce qu'on appelle chez nous le Quai d'Orsay, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères, y était extrêmement hostile. Mais enfin, nous avons eu la lettre de mission et bien entendu, j'ai demandé à Émilie si elle acceptait de se joindre à cette aventure et avec quelques professeurs de droit, un ou deux représentants d'ONG, un conseiller d'État, un ami marocain, parce que je ne voulais pas qu'on reste en franco-français, des contacts avec un ami américain. Nous nous sommes lancés pour rédiger quelque chose et nous y avons passé l'été puisque la commande est arrivée au mois de juin pour être livrée au mois d'août. Il est resté, ça fait 2 mois, quoi. Et donc, nous avons fait le choix d'écrire un petit texte qui est court pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous avions dans l'esprit que ce texte devait être facile à traduire dans de très nombreuses langues, ce qui voulait dire qu'il fallait qu'il soit écrit simplement. Ensuite, nous souhaitions que ce texte puisse avoir une vraie vocation universelle. C'est comme ça que nous avons essayé de le penser, ce qui voulait dire qu'il fallait rédiger les choses de telle sorte que chaque culture juridique puisse avoir sa marge d'interprétation propre. Très important, par exemple, pour la nature, dont je parlerai dans un instant. Donc, nous avons fait un texte avec une dizaine de considérants, 4 principes, 6 droits et, c'est très important, 6 devoirs. Parce que cela s'appelle la Déclaration des droits de l'humanité, mais en fait, c'est la Déclaration des droits et devoirs de l'humanité. Ces 4 principes sont simples. Le premier est celui de la responsabilité en général. Nous, humains, l'humanité est responsable à l'égard des autres espèces, à l'égard du vivant, tout simplement parce qu'elle a la conscience de ce qu'elle fait, alors que les autres espèces ne l'ont pas. C'est donc une responsabilité, je dirais, essentielle qu'est la nôtre. Le second point est celui de la dignité de l'humanité. Dignité de l'humanité, pourquoi? Parce que nous rapportons, nous reposons sur un certain nombre de textes, dont la Déclaration universelle des droits de l'homme, évidemment, et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la question de la dignité de l'humanité est un point focal, est un point central. Et cette dignité de l'humanité contient le droit au développement. Le troisième point, qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, est celui de l'équité intergénérationnelle. C'est-à-dire le fait que les générations présentes doivent avoir un comportement responsable à l'égard des générations futures. Et enfin, le 4e principe est celui de la pérennité de l'humanité, plus généralement du vivant. Voilà, c'est les 4 bases de la déclaration. Partant de là, nous déroulons 6 droits et 6 devoirs. Alors, je ne vais peut-être pas les... tu veux qu'on rentre dans le détail de chaque droit et chaque devoir? Oui. Non, je pense que ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont bien compris les droits et devoirs. Tu peux juste les évoquer, mais dire tout le travail que tu portes à l'international. Je vais y venir. Voilà. Donc, vous connaissez donc le texte. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais j'insisterai un instant sur l'article 5, qui
a tranché d'une certaine manière la question dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui est celle des droits de la nature. C'est une question que nous avons beaucoup discutée, et pour ceux que cela intéresse, je renvoie au rapport qui a été fait au président de la République et publié à la Documentation française, et dont Émilie Gaillard a porté l'essentiel de la rédaction. Rendre à César ce qui est à César. Nous avons beaucoup discuté de ça. Est-ce qu'on reconnaît des droits à la nature et sous quelle forme? Cela pose deux questions pour les juristes. La question d'abord de l'étendue de ces droits, c'est quoi les droits de la nature? Et deuxièmement, la question de la procédure. Qui peut ester en justice pour défendre les droits de la nature? Et cela renvoyait également à la question de reconnaître ou non une personnalité morale à l'humanité. C'était le même sujet en réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on reconnaît le droit d'agir directement à la nature ou à l'humanité, il faut trouver une intermédiation. Parce que l'humanité toute seule ou un arbre tout seul, il ne peut pas agir. Il faut un humain, personne physique ou morale d'ailleurs, qui intermédie. Qui? Alors, quand vous regardez l'état actuel du monde, que vous voyez qu'en 2022, nous n'avons pas été, quand je dis nous, c'est l'humanité collectivement capable de créer une organisation mondiale de l'environnement. Nous ne disposons que d'un programme des Nations Unies pour l'environnement, que l'on n'a pas doté des compétences les plus importantes, qui sont par exemple celles du climat. C'est pas PNUE ou UNEP, comme vous voudrez. On s'est dit, imaginez qu'une institution puisse représenter l'humanité au niveau international, c'est complètement du domaine de l'utopie en l'état actuel des choses. Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera pas, parce qu'il faudrait au moins une OME. Ce n'est pas le PNUE qui peut faire ça. Et on s'est dit la même chose pour la nature. Qui est-ce que ça peut être? Et donc, nous sommes partis de l'idée qu'il était important de reconnaître les droits et que chaque système juridique aurait la capacité de déterminer la manière dont ils sont exercés. Ce qui permet aux pays qui disposent d'un système, je pense notamment à l'Amérique du Sud, ou aux pays dans lesquels il y a des peuples autochtones qui sont dotés d'un certain nombre de droits et de pouvoir agir directement, et pour les autres, d'utiliser ce qu'ils ont. Chez nous, les associations de défense de l'environnement, pas toutes, mais certaines d'entre elles au moins, ont la capacité de défendre la nature et de réclamer la réparation du préjudice écologique, c'est-à-dire la remise en état des lieux ou, quand on peut évidemment, la restauration des espèces. Donc nous nous sommes, je dirais entre guillemets, contentés de reconnaître que l'humanité, comme l'ensemble des espèces vivantes, a le droit de vivre dans un environnement sain et écologiquement soutenable. Ce qui fonde donc ce droit, laissant à chaque système le soin de dire comment il s'exerce. Sachant que dans les devoirs, l'article 17 ou 18, je ne sais plus, crée une obligation d'effectivité des droits et devoirs reconnus par la déclaration. Donc voilà, j'étais un peu longue sur cet article 5, mais je pense qu'il est très important. Ensuite, on ne traite pas que la question environnement au sens large du terme. Dans la déclaration figure une disposition sur le progrès technologique, c'est-à-dire le fait que ce progrès doit être géré dans l'intérêt de l'humanité, ce qui, bien évidemment, si c'était appliqué, mettrait en questionnement un certain nombre de sujets qui nous préoccupent tous. Je pense à la géo-ingénierie, je pense au transhumanisme, par exemple, je pense aux mutations diverses et variées auxquelles nos champions de laboratoire procèdent. Voilà, tout ceci devrait justifier de son intérêt pour l'humanité avant de pouvoir être mis en œuvre.
Il y a également, c'est pas neutre dans les temps difficiles que nous vivons, un article 15 sur la paix et la sécurité humaine, qui est un concept extrêmement important car il est très large. Et quand on parle de sécurité humaine, on parle de sécurité, bien sûr, au sens de la guerre, de l'intégrité de la personne, de ne pas être bombardé, mais on parle de sécurité alimentaire, on parle de sécurité énergétique, on parle de sécurité dans l'accès à l'eau, on parle de sécurité sanitaire, on parle en fait de tous les volets de la sécurité humaine. Donc c'est assez intéressant. Pour le reste, cela concerne essentiellement effectivement les ressources, leur gestion dans l'intérêt des générations futures, l'obligation de la transmission de ces ressources dans un bon état, l'obligation d'un usage des biens communs qui soit compatible avec les besoins des générations futures. Donc, si vous voulez, tous les points ont été examinés à l'aune des droits des générations présentes et ceux des générations futures versus les obligations des droits, les obligations des générations présentes. Voilà, donc, ce qu'est ce texte. Le président de la République n'a pas pu le soumettre à la COP21, c'était beaucoup trop court, et je dirais que les sujets à traiter à la COP21 étaient déjà suffisamment nombreux pour peut-être qu'on n'en rajoute pas un supplémentaire. Et le président de la République de l'époque m'a donc demandé d'essayer de faire monter ce texte par la voie de la société civile. Société civile au sens large du terme, et je vais vous expliquer ce que j'ai fait, ce que nous avons fait collectivement depuis 2015, donc ça fait maintenant 7 ans. Donc nous avons commencé par créer une association qui s'appelle l'Association des Amis de la DDHU, dont Émilie est un membre éminent du conseil d'administration, qui est chargé de gérer le sujet et de travailler à ce que ce texte soit non seulement connu, mais signé et diffusé. Ensuite, eh bien, je dirais que j'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai commencé à voir comment je pourrais obtenir des soutiens pour cette déclaration. Donc je me suis tournée d'abord vers les villes. Pourquoi les villes ? Parce que les villes, sur le plan de tous ces sujets, c'est absolument majeur. C'est absolument majeur, c'est elles qui, en fait, ont l'action immédiate, directe, possible, sur tous les sujets qui nous préoccupent. C'est à ce niveau-là que ça se passe. Et donc, j'ai pu obtenir le soutien des grandes villes. D'abord, j'ai commencé, Charité bien ordonnée commence par soi-même, la France, Strasbourg et Paris, très vite, et puis un certain nombre de villes de ce qu'on appelle le C40, qui regroupe donc les mégalopoles dans le monde, nous ont rejoints. Je pense à Philadelphie, à San Francisco, à Madrid, à Copenhague et à quelques autres. Mais il n'y a pas que les mégalopoles dans le monde, il y a d'autres villes. Et donc, j'ai pu, avec 3 ans de travail, mais enfin j'y suis arrivée, obtenir la signature de la DDHU par une organisation qui s'appelle Cité Groupement Locaux Unis, CGLU. Tu veux que j'essaye Si tu veux. UGCL, ça s'appelle en anglais. Qui regroupe, Émilie va nous le trouver, nous l'afficher, quelque chose comme 260 000 villes dans le monde et qui représente 5 milliards et quelques brouettes d'habitants. Donc c'est extrêmement important, c'est une très grosse organisation qui est divisée par grandes régions, c'est-à-dire par continent et sous-continent, et donc qui non seulement a signé la déclaration, mais en fait un outil important de toute sa stratégie de déploiement au niveau international, en l'intégrant, voilà, tu l'as trouvé, en l'intégrant dans ces projets. Et donc la DDHU a été signée
à Doha en 2019, en novembre 2019. La prochaine réunion est en Corée du Sud le mois prochain. Et le CGLU devrait adopter un pacte pour le futur dans lequel est intégrée la DDHU. L'Association internationale des maires francophones également est un soutien de la Déclaration universelle des droits de l'humanité, ainsi que l'Association des parlementaires de la Méditerranée. Voilà, pour ce qui est des entités publiques. Enfin, de certaines entités publiques. Ensuite, je me suis tournée vers les universités. Donc, il y a un certain nombre d'universités qui nous ont rejoints aux États-Unis, en France, en Italie. Et j'aurai le plaisir de signer avec Sciences Po, en octobre, la déclaration, au cours d'une manifestation qui sera publique, donc par Internet. Chacun pourra suivre cette manifestation qui, je pense, va nous permettre de faire participer des réseaux plus larges à nos travaux. Ensuite, je me suis tournée vers les barreaux. Et nous avons donc à ce jour une trentaine de barreaux dans le monde qui ont rejoint la DDHU, essentiellement des barreaux européens et africains, et la Confédération des barreaux européens, c'est-à-dire l'organisme qui regroupe tous les barreaux européens. Ensuite, les organisations non gouvernementales, il y en a aujourd'hui 80 qui ont rejoint la déclaration, quelques entreprises, une quarantaine, mais je dirais que ce n'est pas ce secteur-là que j'ai particulièrement investigué, parce que je veux être prudente pour savoir qui soutient. Je ne veux pas n'importe qui vienne soutenir la déclaration. Et puis, nous nous sommes organisés. Nous nous sommes organisés avec des ambassadeurs de la déclaration. Nous avons aujourd'hui 80 ambassadeurs de la déclaration que j'ai réunis avant-hier, vous voyez, c'est tout, même mardi, par une réunion téléphonique, enfin virtuelle, à 2h de l'après-midi, parce que nous avons des Japonais et nous avons des Américains, donc il faut trouver une heure qui marche pour tout le monde. Et au sein de ce réseau des ambassadeurs, nous avons créé un réseau des jeunes ambassadeurs. Alors l'aventure avec les jeunes ambassadeurs a commencé avec un de nos partenaires qui est le réseau des maisons de la francophonie. Avec les maisons de la francophonie, nous avons organisé au mois d'avril dernier, le jour de la Terre, le 22 avril, une manifestation menée par les jeunes, organisée par eux et dirigée par eux, pour voir comment la DDHU pouvait les intéresser. Et de cette première manifestation est né le souhait d'un certain nombre de jeunes de créer ce réseau des jeunes ambassadeurs. Donc nous avons maintenant 2 jeunes ambassadeurs qui rejoignent le conseil d'administration. Et donc ce que je propose à ceux qui le souhaitent, eh bien, c'est de rejoindre ce réseau des jeunes ambassadeurs. Vous pouvez le faire de manière très simple en allant sur le site ddhu.org. Vous avez un onglet qui est prévu pour ça. J'ai fait vérifier ce matin, on m'a dit que c'était prévu. Donc, ambassadeurs. Voilà, donc je pense que vous trouverez. Et qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose d'abord que vous soyez d'accord avec la déclaration et ensuite que vous ayez envie d'en devenir le promoteur autour de vous, dans votre université, dans votre ville, dans votre pays. Parce que c'est nous, société civile, qui portons aujourd'hui ce texte. Alors, j'aurais terminé en rajoutant 2 choses. La première, c'est que pour pouvoir avoir un poids plus important, être mieux entendu, nous avons fait la démarche de faire reconnaître par l'Organisation des Nations Unies cette association. Il existe, vous le savez peut-être, au sein des Nations Unies, à côté du Conseil de sécurité de l'Assemblée générale, un 3e organisme qui est consultatif, qui s'appelle l'ECOSOC en français. C'est le Comité économique et social de l'ONU. Et donc, faire partie de ce comité économique et social permet d'accéder à tous les forums internationaux, de présenter des événements, de soutenir des résolutions, d'abord au sein de l'ECOSOC, puis au sein de l'Assemblée générale des Nations unies. Et nous avons été admis au mois de mai de l'année dernière, avec une reconnaissance publiée officielle en juillet,
à l'ECOSOC, ce qui va donc nous permettre d'avoir une action beaucoup plus grande envergure, avec notamment l'idée d'ouvrir un établissement à Genève, qui est donc une des 3 villes onusiennes. C'est moins loin que New York pour nous, voilà. Et puis c'est le siège des droits de l'homme, donc c'est pas mal. Et d'autant plus que nous avons 2 ou 3 associations qui nous soutiennent, dont le siège est à Genève, et qu'il y a une fondation, qui est la Fondation Zoein, qui est prête à nous accueillir. Donc voilà, c'est une prochaine étape de développement. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, pour dire que sur un plan plus doctrinal, de réflexion, nous essayons de progresser. Tout d'abord, Christian Huguelot, mon mari, dont on a parlé tout à l'heure, avec le professeur Picot, qui est un spécialiste de droit européen, ont eu l'idée de faire commenter par 16 professeurs de droit venus de toute l'Europe les différents articles de la DDHU. Donc les 4 principes et les 12 règles, droits et devoirs. Et donc, c'est un bouquin, voilà, merci Émilie, qui permet qui donne des interprétations doctrinales qui, du reste, m'ont pour beaucoup intéressé parce que j'y avais pas pensé, pour dire tout simplement, c'est-à-dire, c'est très amusant d'avoir cette expérience que d'écrire un texte et de le voir commenté après par d'autres en se disant, j'y avais pas pensé en l'écrivant. Voilà. Je ne sais pas si tu as fait la même impression, mais voilà, moi j'ai eu cette impression-là. Et donc, nous essayons d'avoir une vraie réflexion doctrinale sur le sujet. Il y a de plus en plus d'articles de droit qui font référence à la DDHU, qui est, je terminerai là-dessus, une déclaration, donc un texte de droit souple. C'est sans doute ce qui pourra faire sa force et permettre sa reconnaissance. Vous savez qu'il y a eu différentes tentatives, je pense en particulier au pacte international pour l'environnement qui a été porté par la France, qui n'ont pas abouti parce que le contexte international aujourd'hui des États ne s'y prête pas. Et donc, l'idée de porter un texte par la base, c'est-à-dire par les sociétés civiles, à l'instar un peu de ce qui est en train de se faire sur la justice climatique. D'ailleurs, c'est la même démarche. En montant avec les villes, les communautés de villes, les régions, etc., je pense que c'est quelque chose de très porteur et qui rend les choses possibles. Et je suis optimiste sur le fait que nous allons arriver, ça va prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, j'en sais rien, hein, à faire voter une résolution des Nations Unies qui reconnaîtra la DDHU. On va y arriver. On va y arriver parce que, comme l'a dit François Gémen à un colloque qui avait été organisé à la Sorbonne, ça va peut-être vous paraître très présomptueux ce que je vais dire, mais ce ne sont pas mes mots, ce sont les siens. Il avait dit que la DDHU, pour lui, était le texte fondateur de l'Anthropocène. C'était la base juridique qui devait servir pour réfléchir l'Anthropocène. Si c'est le cas, alors ce texte devra être adopté, quitte à ce qu'il soit revu par les Nations Unies. Ce n'est pas un texte parfait, on a essayé de faire du mieux possible, mais il y a sûrement beaucoup d'améliorations possibles. Mais ce texte, il a une chance extrême, c'est celle d'exister et d'être déjà signé par de très nombreuses entités et de très nombreuses personnes physiques, parce que les gens vont sur le site et signent. Ça ne les engage pas à autre chose que cela. Voilà, et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions et j'espère n'avoir pas été trop longue. Émilie.